Bonjour à tous. Le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. Cette phrase qui nous a longtemps fait préférer le train, j'espère qu'elle nous fera préférer les LLM. Je suis Étienne Grasse, le directeur exécutif de Capgemini Invent en France, et je suis accompagné de la Dream Team, des belles équipes de Capgemini. Ici, il y a les gens d'Invent, donc les gens qui s'occupent du conseil, les gens d'I&D, que Guillaume représente ici, Insight and Data, notre équipe dédiée au développement de produits data, et puis les gens de Quantmetry, Jonathan qui est ici, qui est la des plus belles entreprises de data science en France et qui a rejoint le groupe Capgemini l'année dernière. On va vous faire partager notre passion pour les modèles de langage, une passion qui nous a étreint depuis le lancement de ChatGPT à la fin de l'année dernière. On avait des équipes qui travaillaient sur le Natural Language Processing. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire ces derniers mois. Et on a longtemps travaillé, alors on a créé des task force internes, on s'est déployé sur beaucoup de projets. On accompagne quelques dizaines de projets et on fera un petit retour d'expérience. On a notre petite terminologie interne, on nous parle d'un candy store, un endroit où on stocke nos retours d'expérience, et je voudrais vous ouvrir les portes un peu de ce candy store. On a aussi pas mal de slides ou de retours d'expérience cachés, puis on a des démonstrations à faire. On en fera peu parce que je pense que vous avez vu beaucoup de choses au terme de la démonstration. On a tous été un peu stupéfaits quand on a vu les performances qu'avaient les modèles de langage qui ont été lancés à la fin de l'année dernière. Pas surpris, mais stupéfaits. Et on a compris ce décollage des usages qui a été très fort. Vous savez que ChatGPT est la solution digitale qui a connu le plus fort décollage des usages dans l'histoire du digital. Et puis il y a une forme de plateau qui s'installe. On peut dire que le hype s'arrête et la question est de savoir qu'est-ce qu'il y a devant nous. Et on va essayer d'éclairer aussi cette question. Le cœur de notre sujet va d'abord être de vous partager une grammaire. Et rassurez-vous, il y en aura pour tous les niveaux et pour tous les goûts. On va essayer d'être technique parfois, parce que c'est bien d'aller toucher du doigt nos enjeux techniques. On va essayer aussi d'être pédagogue le plus possible. Ce sera un des défis pour Alex. Pour vous expliquer ce que sont ces modèles et comment les prendre en main. Et puis Marguerite vous parlera de la manière avec laquelle ils transforment les organisations, les enjeux de productivité qui sont liés à ces modèles. Quelques points de grammaire un peu rapides. On vous parlera que d'IA générative. Ce qui n'est pas génératif est discriminatif. On distingue ces deux formes d'intelligence artificielle. C'est normal que l'IA générative soit pas reproductible. C'est même ce qu'on lui demande. Elle produit des choses nouvelles en permanence. Donc n'attendez pas de reproductibilité de l'IA générative. Elle est faite pour proposer des solutions nouvelles. Elle a une forme de créativité naturelle. Ce qui a permis l'IA générative, on y passera peu de temps, ce sont les transformers, ces grands modèles qui se sont déployés depuis 3 ans, qui ont une performance très particulière liée à leurs architectures. Et une des particularités des transformers, c'est qu'ils impliquent de remettre un peu les mains dans le hardware, la manière avec laquelle les réseaux de neurones sont constitués. Et on va vous parler de hardware aussi, parce que c'est ce qui va vous permettre de déployer de façon industrielle vos langages. On va vous parler des étapes qui font le succès de ChatGPT, le pré-entraînement, le fine-tuning. On va essayer de faire ça de façon pédagogue, mais c'est très important de rentrer dans cette mécanique parce que c'est celle qui permet de faire des modèles qui sont directement liés à vos usages. Et il y a plein de techniques, Philippe en particulier est l'expert de ça, pour alléger les modèles et pour un usage donné, obtenir la meilleure performance sans nécessairement exiger énormément de puissance computationnelle. On reprendra un peu la grammaire juridique ou de l'AI Act, donc de l'encadrement qui arrivera à la fin de l'année. L'AI Act, il est en négociation à Bruxelles en ce moment. Un des points importants que je voudrais que vous ayez à l'esprit, c'est qu'il y a cette fameuse annexe 3 qui va distinguer les mondes au sein de l'intelligence artificielle. Ce n'est pas que pour les LLM. Il y aura des intelligences artificielles à risque et puis des intelligences artificielles qui n'auront pas besoin de pré-certification. Dans tous les cas, il y a une forme de transparence qui sera requise et cette transparence, elle pose des questions particulières pour les LLM et on sera heureux de partager avec vous les travaux, l'exploration qu'on a sur ces sujets, et puis la manière aussi avec laquelle, c'est l'article 14 de l'AI Act, la question le principe d'un human oversight, un contrôle humain sur les intelligences artificielles, a des défis un peu particuliers dans le monde du langage. Il y a des craintes traditionnellement sur l'intelligence artificielle et je voudrais vous partager avec vous, elles sont vieilles comme le monde. Je ne sais pas si vous connaissez le mythe du golem, c'est un mythe de la tradition juive, de la Kabbale. Les golems sont ces robots qui ont échappé à leur créateur et qui ont pour seule et unique capacité à communiquer un mot qui est inscrit sur leur front. Et ce mot, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est émet, en hébreu, c'est vérité. Et en fait, quand on veut désactiver les golems, on supprime le E de émet, et il reste met, ça veut dire mort, ça fait détruire exactement ce golem. C'est une forme de contrôle qu'on aura toujours, on parle de red button dans le domaine de l'AI, qu'on aura toujours sur les grands modèles, et on va vous partager d'autres techniques de contrôle, ou plus exactement de maîtrise du LLM, particulièrement dans le cadre du prompting, qui permettent de ne pas arriver à ces extrémités.
Encore un pas vers les sciences sociales et après on rentre dans la technique. Le langage n'est jamais binaire, il ne donne jamais une vérité. C'est le propre du langage quand il est naturel que de se prêter à des interprétations, à des traductions. Et les LLM traduisent. Si vous relisez Après Babel de George Steiner, il y a toute une introduction qui prédit l'émergence des LLM et qui vous dit, dès lors qu'on a du langage naturel, la vérité est quelque chose qu'on ne touchera jamais du doigt. Et c'est un des faux procès qui est fait au LLM que de chercher la vérité, là où nous-mêmes, quand on s'exprime, on ne produit pas de vérité. On va vous partager la vraie vie des projets et je vais faire en sorte qu'on rentre très très vite dedans. Essayer de vous éclairer sur l'avenir. Le grand débat, c'est un sujet de discussion entre nous, vous le verrez. Savoir est-ce qu'on va aller vers des modèles généralistes, des chats GPT, ou est-ce qu'on va aller vers une série de petits modèles spécifiques, et parfois même spécifiques à votre entreprise, à votre organisation. Et on est assez convaincus entre nous qu'il y a de la place pour les deux, et on essaiera de vous expliquer pourquoi et les implications économiques qui sont derrière ça. Alors, comment va se passer cet échange? Vous avez la possibilité de poser des questions. Je suis derrière l'écran, je les regarde. Je vais interrompre l'équipe à chaque étape aussi pour les faire réagir, pour qu'il y ait un peu d'interactivité, qu'on puisse rentrer dedans. On aura une quinzaine de minutes aussi pour pas échanger directement avec vous à l'issue des présentations et prendre toutes vos questions. Et puis, chacun, on va essayer d'être aussi pédagogue que possible et puis de vous laisser un maximum d'éléments par la suite. On commence avec Alex, qui a le défi considérable de vous présenter ces modèles de langage. À la fois la réalité de ce qu'ils sont techniquement et de vous expliquer les risques qu'ils posent et la manière avec laquelle on les prend en compte. Donc Alex Marandon est le leader global au sein de Capgemini Invent de ces sujets de modèles de langage. Alex, la parole est à toi. Merci Étienne. Alors moi je trouve que c'est hyper intéressant que tu mentionnes le concept de vérité pour les golems. Et si on rentre directement dans le dur sur le fonctionnement d'un modèle de langage naturel, en fait, on se rend compte que l'objectif n'est absolument pas de raconter la vérité. L'objectif, ce sont des modèles qui sont statistiques par nature. L'objectif est de prédire le mot le plus fréquent qui arrive après une chaîne de mots. Alors, on ne parle pas de mots dans la terminologie LLM, on parle de token. Le token, c'est l'unité linguistique qui est consommable par un LLM. Et un token par rapport à un mot? Alors un token, c'est un peu plus petit qu'un mot, c'est à peu près entre 4 et 7 caractères selon les tokens. Ils ne sont pas forcément compréhensibles, ils ne correspondent pas forcément à un découpage naturel tel que nous on l'entend, mais ils correspondent à un découpage qui va être le plus facilement interprétable pour un LLM. Donc une phrase telle qu'on le voit apparaître à l'écran va être découpée en tokens, et l'objectif du LLM va être de prédire le mot le plus probable à l'issue de cette chaîne de mots, de cette chaîne de tokens. Et après, il va réinjecter la phrase initiale plus les résultats de nouveau dans l'LM pour prédire le mot d'après, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il s'arrête et que la probabilité la plus élevée soit la fin de la phrase ou le point. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est particulièrement important de donner du contexte. Parce qu'on voit bien que si je ne dis pas où je veux aller, il n'a aucun moyen de lire dans mes pensées et de dire que je veux aller faire mes courses. Donc, en revanche, si je précise que j'ai besoin, mon frigo est vide, j'ai besoin d'aller faire des courses, à ce moment-là, si j'injecte cette phrase, j'ai besoin d'aller, mon frigo est vide, j'ai besoin d'aller, à ce moment-là, il va pouvoir dire au supermarché pour faire mes courses. Dans quelle base il va taper pour prédire ces mots? Où est-ce qu'il est le texte qui l'inspire, en quelque sorte? Donc ça fait partie de la base d'entraînement des modèles. Aujourd'hui, c'est des modèles qui s'appuient sur des bases d'entraînement qui correspondent peu ou prou à un échantillon significatif de l'ensemble des connaissances humaines. Donc ça va être tout Wikipédia, ça va être une portion significative de la base de ce qu'on va trouver sur Internet, ce qu'on appelle la base de données WebCrawl, la base de code sur GitHub, et donc tout un tas de bases qui sont structurées, qui servent en fait à enseigner à un LLM comment prédire le prochain mot. Et donc, pour en revenir à cette notion de vérité que tu mentionnais, de fait, l'objectif, ça ne va pas être de prédire la vérité, mais ça va être de prédire le mot le plus probable pour vous convaincre qu'il a bien appris la langue qu'il est en train de vous restituer. Donc c'est pour ça qu'il faut faire hyper attention sur la façon... prédire plusieurs types de mots, et comment tu discrimines entre ces mots? Alors là, c'est affiché sur l'écran. Il va discriminer selon une probabilité qui va être la plus élevée. Donc, il va prendre la probabilité la plus élevée. Après, si on rentre un petit peu plus dans la technique, on a des paramètres qui permettent de régler la sensibilité ou non à cette probabilité, comme la température, dont vous avez peut-être entendu parler.
qui permet d'avoir un curseur qui va générer plus de créativité ou un petit peu moins selon la nature de la production linguistique que je veux lui faire. Qu'est-ce qui fait la force de ChatGPT? C'est la taille ou c'est la façon de discriminer, justement, de vérifier la cohérence linguistique, ou c'est les deux? Alors, il y a eu un passage, et c'est peut-être une bonne transition sur la slide suivante, mais il y a eu un effet de passage à l'échelle. Là, à peu près, il y a 12-18 mois, on a commencé à entraîner des modèles de plus en plus gros, et avec cet apprentissage, on s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre de propriétés qui émergeaient de cet apprentissage. D'une part, il y a la capacité à générer du langage, on l'a vu, prédire le prochain mot, la capacité à restituer le savoir de l'humanité. Vous pensez bien que si j'enseigne à un modèle, et vous l'avez tous testé avec ChatGPT, si j'enseigne à un modèle sur la base d'un contenu qui est public, il va également restituer non seulement la grammaire, mais également le fond de ce qu'il a appris. Donc c'est cette notion de word knowledge, c'est cette capacité à restituer du contenu dont on se sert et dont il faut être particulièrement vigilant parce que ça ne correspond pas non plus à la vérité. Après, la force de ChatGPT, c'est les couches itératives d'entraînement qui vont apprendre à un modèle à converser avec un être humain, qui vont lui apprendre le sens de l'éthique, qui vont lui apprendre la capacité à se remettre en question et la capacité à savoir dire quand il ne sait pas, alors ce qui n'est pas toujours facile, mais en tout cas, voilà, c'est toutes ces couches d'acceptabilité sociale qui font qu'aujourd'hui, c'est des modèles qui sont particulièrement... J'ai lu, pour te faire réagir, que une des spécificités de ChatGPT, c'est le fine-tuning. Donc c'est la manière avec laquelle on construit ces couches et on les entraîne avec des mécanismes de reinforcement learning with human in the loop, c'est-à-dire de validation finalement sur des petits échantillons de la cohérence linguistique. Est-ce que toi, tu es convaincu que ce fine-tuning il est très spécifique chez ChatGPT ou finalement, on ferait ça de façon un peu plus rustique, on obtiendrait des résultats équivalents? Le fine-tuning, il va très largement dépendre de la tâche qu'on veut assigner au modèle. Alors, ChatGPT est un modèle généraliste, donc le fine-tuning va lui servir à lui apprendre comment discuter avec un être humain ou des éléments de raisonnement plus ou moins complexes pour pouvoir adresser, d'ailleurs c'est pas pour rien que ça s'appelle ChatGPT, c'est un modèle conversationnel quelque part. Donc le fine-tuning de ChatGPT est conçu pour deux objectifs principaux. Le premier, c'est produire du code, compléter du code, et le deuxième, c'est échanger avec un être humain. Après, et donc ça, c'est une force incroyable. Enfin, encore une fois, on l'a tous testé sur ChatGPT. C'est quelque chose on peut en généraliser l'utilisation pour un certain nombre de domaines, et on aura l'occasion de revenir sur un certain nombre d'usages autour de cette puissance liée à la généralisation, où on se rend compte qu'en fait, on touche du doigt une intelligence un peu humaine quelque part. Après, on va avoir des modèles qui vont être beaucoup plus spécifiques, où on va faire du fine-tuning sur et ça va être traité ultérieurement, mais en tout cas, on aura des modèles qui seront plus aptes à exécuter certaines tâches. Ce que tu dis, c'est que le fine-tuning est quelque chose qui, pour un client ou pour nous, est quelque chose qui est accessible. C'est exigeant de le faire, mais on peut refaire cette phase de fine-tuning. Et ce sont des apprentissages qui sont itératifs. C'est-à-dire qu'autant la première partie qui va être j'absorbe la totalité du savoir de l'humanité, c'est... Il n'y a qu'une dizaine d'entreprises et d'instituts de recherche qui sont capables de financer ce genre d'investissement, qui se comptent en dizaines, en centaines de millions. Oui, j'ai vu que le PDG de Sam Altman, PDG d'OpenAI, dit 100 millions d'euros pour créer GPT-4. Il dit « Je suis l'industrie la plus intensive en capital du monde ». Pas 100 millions d'euros, ce n'est pas la plus intensive, mais effectivement, c'est très très lourd de faire le modèle fondationnel, le modèle de base. Et après, sur la base de ce modèle fondationnel, on peut rajouter des couches d'entraînement pour des besoins spécifiques sans avoir à réinventer la roue. Et ça, c'est tout à fait accessible grâce à des nouveaux algorithmes qui sont beaucoup plus performants aujourd'hui. Et tu parlais de la manière avec laquelle on recrée du contexte. Est-ce que ça, c'est ce qu'on appelle le prompting? C'est la manière avec laquelle on interroge le modèle? Alors, tout à fait. Pour pouvoir aller extraire ces propriétés émergentes, ces facultés de raisonnement complexe, par exemple, ou de généralisation, on va utiliser les techniques de prompting pour répliquer d'une certaine façon une conversation ou un échange, une joute verbale, pour aller amener un modèle à exhiber certaines zones ou activer certaines zones de son réseau
pour les besoins de la conversation. Et tu dis technique, c'est n'importe quel consultant de Capgemini, ils sont très forts les consultants de Capgemini, peut utiliser ces techniques de prompting, ou est-ce qu'il faut développer du code informatique, il y a les deux. Créer une solution? Il y a les deux. Il y a les deux. Il y a le niveau 0 où vous allez. Il y a même des sites maintenant qui permettent de tester ces techniques de prompting pour aller extraire le mot de passe que le modèle cache et ne veut pas vous révéler. Donc comment est-ce que vous allez le convaincre de lui révéler? Ça, typiquement, ce sont des techniques de prompting. Après, il y a les techniques algorithmiques qui vont s'appuyer sur du développement informatique pour pouvoir lier deux modèles entre eux, par exemple, ou aller requêter des données externes pour pouvoir enrichir le prompt en question. Quand tu regardes ce qu'on fait chez nos clients, tu dirais que ça sert à quoi à la fin? C'est-à-dire, quels sont les types d'usages et comment on les atteint? Donc ces principales fonctionnalités, hein, en gros, on va retrouver toutes les fonctionnalités autour de la manipulation de texte. Donc ça va être de la catégorisation, ça va être de l'extraction d'informations, ça va être de la synthèse, ça va être de la traduction. Ce sont des excellents traducteurs. Et puis après, on va avoir des agents conversationnels aussi. Hein, puis après, on va avoir tout ce qui va être traitement d'autres types de médias. Alors on a toute la partie code, et aujourd'hui les modèles sont entraînés sur des bases de code comme GitHub, ce qui en font des assistants pour les développeurs informatiques extrêmement performants. Et donc la capacité à compléter un bout de code, à corriger un bout de code, à générer un bout de code pour pouvoir accélérer. Tu as des retours d'expérience là-dessus déjà? Alors absolument. En fait, on se rend compte que le développeur augmenté aujourd'hui et des LLM qui sont bien implémentés pour ce type d'usage sont capables d'accompagner un développeur sur l'ensemble de la chaîne de traitement dans l'ensemble de la chaîne de développement d'un produit informatique. Et ça va marcher sur du R, du Python ou sur des codes très spécifiques? C'est tous les codes sur lesquels il y a une base d'apprentissage. Donc effectivement, c'est très corrélé à la popularité des langages de programmation qu'on retrouve aujourd'hui. Okay. Et en fait, un LLM peut marcher du coup sur n'importe quelle chose qui est un langage en quelque sorte. C'est-à-dire, on prend le langage de l'humanité qui est les acides aminés, on peut faire un modèle qui va produire des chaînes d'acides aminés, donc des protéines. Absolument, ça s'appelle ce qu'on appelle le design génératif, donc la capacité à générer sur une base d'apprentissage, hein, la capacité à générer des molécules, à générer des pièces détachées, à générer tout un tas d'objets qui sur la base d'un certain nombre de critères. Typiquement, pour la génération de molécules, si aujourd'hui je dispose d'une base d'entraînement avec d'un côté des molécules et de l'autre côté des propriétés physico-chimiques, il n'y a rien qui m'empêche de pouvoir générer des nouvelles molécules si en entrant je vais lui donner crée-moi une molécule qui va avoir telle propriété physico-chimique. Si je résume, et ça reboucle une question que je vais te poser, c'est si je comprends bien, tu as une partie qui est de créer le modèle fondationnel, ça vous coûte une centaine de millions d'euros à faire, typiquement sur les protéines, ce qu'on évoque, là, c'est la base de langage qu'on touche. Et une partie qui est de fine-tuning, qui est de le rendre vraiment opérationnel par rapport à ses usages, soit de façon généraliste comme le fait ChatGPT, soit spécifique comme le font plein d'autres modèles de langage. Et puis il y a le prompting qui est la manière avec laquelle on va interroger le modèle. Donc la question c'est, est-ce que le prompting est une méthode pour faire du tuning sans que cela coûte autant d'argent que le fine-tuning? La réponse est plutôt non. La réponse est plutôt non, mais alors là où c'est intéressant, c'est que le prompting peut s'opposer comme une alternative au fine-tuning. C'est-à-dire que le fine-tuning va plutôt apprendre à un modèle à exécuter un certain nombre de tâches. Le prompting va donner plus d'éléments de contexte à un modèle pour qu'il puisse mieux répondre à la question. Et donc, le fine-tuning va plutôt être orienté génération de nouvelles tâches, hein, là où le prompting va plutôt être extraction de... J'apporte du contenu supplémentaire pour pouvoir enrichir la réponse et la conversation. Ok. Une autre question, et on la touchera un peu tout à l'heure avec Philippe, mais pour du Gen AI contextualisé à une entreprise, c'est-à-dire là, je suis un client, je veux finalement un Gen AI qui est très lié à mes besoins. Je suis une banque, j'ai besoin d'un Gen AI qui répond bien à l'instruction d'un dossier de prêt immobilier, typiquement. Quel est le fond de connaissances utilisé ou utilisable? J'utilise celui que tu évoquais tout à l'heure, Common Crawl, et je change le fine-tuning pour être un peu spécifique, ou alors je peux réentraîner le modèle pour qu'il soit toujours groundé, fondé sur un fond de connaissances et là c'est plutôt de l'ordre du prompting qui lui permet d'être spécifique. Comment je rends spécifique le modèle?
Il y a un ordre d'échelle qui est très différent entre l'entraînement initial et le fine-tuning. C'est-à-dire que quand vous allez fine-tuner un modèle avec votre base de connaissances, la taille de votre base de connaissances va être extrêmement faible, voire négligeable par rapport à la base de connaissances initiale avec laquelle le modèle a été entraîné. Donc c'est extrêmement dur d'aller enrichir le modèle avec ces nouvelles connaissances grâce au fine-tuning. La meilleure façon de le faire, c'est avec le prompting. J'utilise en fait un agent qui va identifier quelle est dans la base de connaissances, quelle est l'information la plus pertinente, et je vais l'injecter dans mon modèle comme contexte pour pouvoir enrichir la réponse. Donc pour la question qui est posée dans l'entreprise qui fait beaucoup de code, c'est du prompting, mais c'est du prompting virtuel, c'est-à-dire qu'on va développer un code qui va prompter de façon virtuelle, alors que sinon c'est la manière avec laquelle le prompteur, c'est-à-dire celui qui utilise le modèle, va poser ses questions, on va lui apprendre à poser ses questions avec une gymnastique qui permet de découper les questions pour bien vérifier qu'à chaque fois on force le modèle à revenir sur son sujet. C'est bien ça. Est-ce que tu nous parles un peu des risques ? C'est la slide suivante. Alors les risques, globalement, le premier, je pense que c'est un risque qui est vrai sur tous les modèles d'intelligence artificielle, pas que sur de l'IA générative, c'est le phénomène du garbage in, garbage out. On est bien évidemment lié aux biais et aux limites du modèle d'entraînement, de la donnée d'entraînement. Et ça, c'est particulièrement problématique quand on a des modèles des entreprises qui ne partagent pas leurs données d'entraînement. Donc on n'a aucun moyen de savoir quels biais ces données peuvent intégrer. Alors ça peut être des biais sociaux, mais ça peut être également des biais en termes de propriété intellectuelle. Et de se dire aujourd'hui, je ne sais absolument pas quel va être le niveau de licensing de mon code, par exemple, sur lequel je vais faire de l'entraînement. On peut le dire, le GPT-4 ne partage pas ses données d'entraînement, les modèles open source, celui de Meta, Llama partage ses données d'entraînement ou a rendu public sa base d'entraînement. Tout à fait. Donc ça, c'est un peu la première limite sur laquelle il faut être très vigilant. Le deuxième, c'est la notion c'est un peu ce qu'on appelle communément les hallucinations, c'est cette notion de vérité. Aujourd'hui, il faut être extrêmement vigilant sur ce que va vous renvoyer un modèle, parce que l'objectif, encore une fois, d'un modèle, c'est pas d'être factuel. Donc toujours exercer son jugement. Et surtout, vous n'avez pas de garantie que ce modèle ne va pas vous sortir des réponses qui ne sont pas socialement acceptables, par exemple. Donc ça, est-ce qu'à la fin des fins, si on encadre beaucoup le prompting, ou si on encadre les réponses, on peut gérer le sujet des hallucinations, c'est-à-dire avoir une réponse qui n'est pas du tout celle qui est attendue et qui sort du cadre Alors oui, on peut toujours contraindre, mais voilà, il n'y a aucune défense qui est parfaite, et peut-être qu'on trouvera toujours une faille autour de cette défense qu'il faudra de nouveau contraindre de façon... Il y a une défense qui est parfaite chez nos clients, qui est de laisser la personne humaine valider à la fin ce qui est envoyé. Tout à fait. Tout à fait. C'est cette capacité d'exercer son jugement qui est, je pense, la meilleure qualité qu'on va retrouver autour de l'utilisation de ces modèles. La troisième limite, et j'avance un petit peu, qui est la notion de performance. Comment est-ce qu'aujourd'hui une complexité, vous l'avez peut-être testé d'ailleurs, selon la façon dont vous allez poser votre question, vous allez peut-être avoir des réponses qui sont différentes, voire radicalement différentes. Et donc l'enjeu de systèmes, de produits, de solutions qui vont intégrer ces modèles, c'est comment est-ce que je garantis, non pas une très bonne performance, mais en tout cas une performance que je sais mesurer, que je sais garantir dans le temps. Et m'assurer que cette performance ne va pas se dégrader parce que je vais changer la façon de poser ma question. Et ça, aujourd'hui, comme ce sont des modèles génératifs probabilistes, on n'a pas vraiment de... C'est pas du tout déterministe. Et l'échelle garantit la performance ou pas ? C'est-à-dire, si j'ai plus de données, plus de questions, j'ai une meilleure performance ou pas ? Pas forcément. C'est parce que je dirais plutôt que ce sont les safeguards algorithmiques que je vais mettre autour de la question et de ma réponse qui vont me permettre de contraindre, m'assurer que la performance va être... Donc ça, c'est typiquement ce qu'on fait chez nos clients, c'est de regarder, de monitorer cette performance avec des indicateurs de performance, on peut dire l'accuracy ou certains autres, et voir comment, en testant le modèle, on arrive à augmenter son niveau de performance. On a des jeux de données qui sont standardisés, pour lesquels on connaît exactement la performance nominale de modèles, et puis on se sert de ces modèles pour pouvoir garantir cette performance, une sorte de baseline qui nous sert à garantir cette performance. Et alors, question un peu difficile, mais est-ce qu'on peut
encadrer la performance en mettant d'autres familles de modèles. Parce que là, on est sur des familles de modèles, on a dit par définition, ils sont génératifs, donc ils créent des choses nouvelles, inattendues parfois. Est-ce qu'on peut rajouter un modèle qui va, lui, contraindre les réponses, mettre des knowledge graphs sur les LLM, pardon, j'emploie des mots un peu techniques, mais est-ce qu'à la fin, pour garantir la performance, on fait un seul modèle ou on va finalement faire des familles de modèles? Alors on peut faire des familles de modèles, on peut même demander à un modèle de s'auto-évaluer sur sa propre réponse et de lui demander de générer 10 réponses différentes et de juger quelle est la meilleure réponse ou quelles sont les meilleures réponses et d'avoir un petit peu cette mise en abîme de sa propre réponse pour pouvoir améliorer la performance et ça marche très bien. Super. On passe à une question des usages, la manière avec laquelle on aborde les différents usages. Ouais, alors peut-être donc au-delà de ces propriétés émergentes, de ces fonctionnalités et des limites qu'on a identifiées, ce qui est clairement, on est à la veille, si ce n'est de plein pied, dans un changement de paradigme assez profond qui va profondément faire évoluer notre façon de travailler, mais aussi notre façon de vivre quelque part. Donc, on a identifié 3 grandes phases de cette transformation. Une première phase qui va être comment est-ce que j'améliore ma productivité, comment est-ce que je suis augmenté par les LLM, notamment parce que j'ai un outil qui me fait automatiquement mes comptes rendus de réunion, ou j'ai un outil qui me traduit, ou mes slides, on l'attend avec impatience, et ou l'outil qui va me faire une synthèse d'un document qu'auparavant j'aurais passé des heures à lire. Mais ça, c'est un peu la première étape, et l'enjeu, c'est vraiment comment est-ce que j'augmente la productivité. Et les questions que nous posent nos clients, c'est comment j'augmente la productivité de mes équipes grâce à l'utilisation de ces solutions. Le deuxième grand enjeu, ça va être et ça c'est plutôt quelque chose qu'on observe pour l'année prochaine, c'est comment est-ce que c'est un peu cette logique DevOps, c'est de déploiement rapide à l'échelle, de façon continue. Là, c'est un petit peu pareil, c'est comment est-ce que je garantis le déploiement de ces solutions à l'échelle. Parce que c'est une chose d'être sur son clavier et de poser une question à ChatGPT, c'en est une autre que d'avoir ce type d'outil intégré dans un processus industriel avec une performance constante dans le temps qui me permet d'aller chercher de l'efficience et de l'excellence opérationnelle. Et le troisième grand enjeu qui va arriver un petit peu plus tard et avec une échelle de temps plus ou moins courte, c'est l'apparition de nouveaux business models. Comment est-ce que fondamentalement les modèles de langage naturel vont changer notre façon de travailler, vont créer des nouveaux jobs, créer des nouvelles compétences et derrière développer des nouveaux business models. Et donc l'enjeu pour les entreprises ici, ça va être de comment est-ce que je me mets à la page et je surfe sur cette transformation au même titre que la transformation digitale il y a 10 ans. Et par rapport à notre débat que j'évoquais tout à l'heure, donc ce que je comprends dans ce que tu décris, c'est on va avoir des modèles généralistes pour des usages généralistes, mais il y a une vague de modèles plus spécifiques qui va émerger. Typiquement, on en voit déjà chez Google MedPalm, qui est un modèle qui est spécifique au monde de la santé, ou ceux qu'on a évoqués sur les protéines. Et donc, le monde va être fait des 2 familles, c'est-à-dire en quelque sorte. C'est comme ça que tu vois les choses ? Oui, clairement, parce qu'en fait, le modèle on va avoir besoin d'automatiser des tâches qui font appel à du langage naturel, et donc on va avoir besoin de modèles généralistes qui savent parler, et puis on va avoir besoin de modèles spécifiques qui savent parler un langage des protéines quelque part. Donc oui, et puis après, avec ce qu'il faut bien comprendre, et je pense qu'on va l'adresser sur la question des coûts, c'est qu'aujourd'hui, la consommation en ressources de ces modèles est assez phénoménale. Ce qui fait que là, aujourd'hui, il y a un engouement autour des modèles généralistes type ChatGPT. Le passage à l'échelle ne va pas pouvoir durer. Ça, on y reviendra tout à l'heure avec Philippe. On a la fameuse, on appelle ça killer slide dans l'entreprise, vous m'excusez, la présentation où on a essayé de restaurer une vision des coûts en fait, de production des LLM sur la durée, on vous la partagera. Oui, comment donc du coup passer à un modèle plus petit qui va avoir une empreinte carbone déjà beaucoup plus faible et puis un coût beaucoup plus faible aussi pour un besoin plus spécifique.